Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans notre vie, nous sommes tous les jours confrontés à des tentations. Que ce soit à travers la publicité dans la rue, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, notre attention est attirée toute la journée sur des promotions pour toutes sortes de choses qui, une fois que nous les aurons achetées ou consommées, nous rendront plus heureux. Ça, c'est la théorie. Dans ce style YOLO, il y a comme une injonction à croquer la vie à pleines dents. Les apéros avec les collègues ou encore les 2-3 restos par semaine avec les amis illustrent parfaitement cette prétendue nécessité de vivre intensément chaque instant sans s'inquiéter du lendemain. Mon invité faisait partie de cette catégorie de personnes. C'est par hasard qu'il s'est lancé dans la course à pied pour accompagner sa copine pendant une étape du BCN Tour dans le canton de Neuchâtel. Après y être allé à reculons, il est tombé dans la marmite de la course à pied et est très vite devenu accro. Comme beaucoup d'entre nous à nos débuts, son trop grand enthousiasme l'a conduit vers la blessure. Cet épisode, c'est celui d'un gars qui a su se remettre en question à un moment où tout était sombre autour de lui et qui a réussi à remonter la pente en faisant de l'ordre dans sa tête et autour de lui, avec toujours le sport comme moyen d'inspiration. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour mon cher invité, comment ça va ? Ça va et toi ? Génial, je te remercie d'être venu chez moi depuis si loin. Bah écoute, ça va, c'est que 1 heure de route. Oh, ça va, 1 heure de route pour venir, 1 heure de route pour aller. C'est ça. En plus, tu m'as amené le beau temps, merci beaucoup. Mais avec plaisir, avec plaisir. Je crois que c'est le seul jour où il fait beau de l'année, je crois. Oui, c'est ça, il paraît que c'est le seul jour de l'année. Rappelez-vous, nous sommes le mardi 18 juin, on verra si les beaux jours continuent après ce jour-là. Mais il semblerait que demain, il va faire dégueulasse. Eh oui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un CV ? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Lucas, je suis originaire du Portugal, je suis né en Suisse, j'ai grandi à Villars-sur-Relon, station de ski. Je suis né un petit peu sur les skis, donc j'ai fait pas mal de ski quand j'étais petit. Ensuite, en grandissant, j'ai fait un apprentissage, commencé à travailler, la vie active. Et je suis parti dans le canton de Neuchâtel. Ça s'entendra peut-être dans le podcast avec un petit accent léger. Donc oui, j'ai quitté l'accent vaudois pour l'accent neuchâtelois. Désolé à tous les vaudois. Donc j'ai déménagé là-bas du coup par amour avec mon ex-copine avec qui je m'étais installé, et finalement ça n'a pas marché, mais du coup je suis resté dans le canton de Neuchâtel, et puis j'ai bien fait, mais j'ai quand même trouvé l'amour après coup, et là je suis installé à Schellbach dans le canton de Neuchâtel, au bord du lac, et derrière la montagne, donc un spot parfait pour la course à pied et le trail. Effectivement, t'as pas trop perdu au change entre Villars et puis Neuchâtel, ça c'est joli. Non, c'est clair, Villars me manque un petit peu quand même, parce que c'est quand même une station de ski, c'est quand même un environnement qui est différent. Après, Schellbach, c'est sympa aussi, il y a le lac, ce qu'il n'y avait pas à Villars, donc il y a un joli entre-deux. Mmh. Ton parcours sportif, alors t'as fait du ski, de toute évidence vu que t'étais à Villars, cette merveilleuse station. Qu'est-ce que t'as fait comme sport quand t'étais plus jeune ? Alors j'ai fait plusieurs sports, j'ai fait du ski, j'ai fait aussi j'ai testé pas mal de choses, j'étais assez curieux quand j'étais petit, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait de l'équitation et j'ai fait du patinage artistique. Voilà, pas beaucoup de gens de mon entourage le savent, donc là je viens de lancer un gros dossier. Patinage artistique, et puis beaucoup de tennis. Que j'ai arrêté. Le tennis, j'ai gardé jusqu'à il y a environ 2-3 ans. Mais malheureusement, j'ai dû arrêter à cause de problèmes au poignet. Mmh. Donc, suite à une blessure, tu te retrouves sans activité sportive. Et comment est-ce que tu en es arrivé à aller dans la course à pied, à migrer dans la course à pied et le trail ?
Ben en fait, j'étais à quelqu'un qui était assez sportif, qui a vécu un changement assez radical de vie où je pratiquais un autre sport qui était la descente, mais la descente d'alcool. Donc je faisais pas mal la fête, beaucoup de soirées, un petit peu trop. Et ben en fait, j'ai arrêté le tennis parce que justement, moi j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Il y a eu ces problèmes au poignet, etc. Donc je me suis retrouvé un peu sédentaire pendant 2 ans. Il y a eu le Covid aussi, on ne pouvait plus trop faire de sport, etc. On était assez limité. Et puis, je me suis dit, bah tiens, il faut que je me mette au sport parce que je commence à prendre du poids. Je me suis rabattu, au lieu d'alcool, je me suis rabattu sur le sucre, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose. Donc, j'ai commencé un petit peu à prendre du poids. Et un jour, ma copine m'a dit, viens faire le BCN Tour. Donc, c'est une compétition à Neuchâtel, comme le tour le tour du Canton, le tour du Chablais. Vous, à Fribourg, C'est le groupe Eto. groupe Etour. Donc voilà. Et puis j'étais, ah non, j'ai pas trop envie, j'aime pas courir, laisse-moi sur mon canapé. Et puis elle a un peu insisté, elle m'a dit, mais allez, ça serait cool, j'ai pas envie d'aller toute seule, etc. Donc moi je me suis dit, bon, ok, bon prince, je prends un dossard, je fais 2 étapes avec toi, comme ça on arrête d'en parler. Et j'ai fait les 2 étapes, j'ai énormément souffert, parce que je courais pas depuis un long moment. Je crois que la semaine avant le BCN Tour, je suis allé m'entraîner. J'ai dû faire 3 kills en 1 heure et demie. Très bon augure pour la compétition. Très prometteur. Très prometteur, ouais, très prometteur. Je me suis dit, tiens, il y a une carrière à lancer là. Et puis, en faisant le BCN Tour, bah, j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu une bonne sensation. J'ai souffert, mais en fait, je me suis vraiment un peu révélé où je me suis dit, tiens, c'est vraiment un sport en fait qui pourrait m'attirer et puis qui pourrait être intéressant. Il y avait pas mal de gens aussi que je suivais sur les réseaux qui faisaient pas mal de courses à pied, de trail, et puis c'est vrai que ça commençait à me titiller un petit peu. Donc elle a réussi à me mettre dedans. Après, je me suis lancé le défi des 10 km de Lausanne, et puis après je me suis dit, bon, allez, je fais le GP de Berne, c'est que 7 km de plus. Donc je me suis lancé dans le GP de Berne, me suis blessé, parce que logiquement, j'avais pas d'entraînement du tout. Et puis bah, maintenant, je suis un peu tombé dans la marmite. Ma copine regrette peut-être un petit peu parce que je m'inscris à toutes les courses, je m'entraîne 5 fois par semaine, donc je suis à fond. Elle est contente parce que du coup, je me bouge, mais c'est vrai que du coup, elle doit se dire, j'aurais peut-être dû faire essayer la pétanque. Effectivement, effectivement. Bon, ta balance n'est passablement de bombe. On va passer sur la partie patinage artistique. Je vais laisser ta famille s'en charger, clairement. Hein. Tu as parlé d'un point qui est très sensible de nos jours. C'est la partie consommation d'alcool et puis la vie en société. Alors, c'est pas commun de parler d'alcool dans ce podcast-là. J'espère que les petites oreilles qui nous écoutent se refermeront et puis il y aura que des adultes. Mais si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette phase-là. C'était quoi qui a provoqué le déclic où tu t'es dit qu'il fallait que tu changes ton hygiène de vie, ta manière de vivre? Bah en fait, je sais pas, en fait vraiment c'était du jour au lendemain où je me suis réveillé un beau matin. Enfin, il y a eu un peu cette transformation où en fait, avec ma copine actuelle, on s'était séparés. Il y avait eu une grosse remise en question derrière. Et puis je me suis dit, bah tiens, il faut que je me reprenne en main. Et puis j'ai commencé le Miracle Morning. Donc c'est un livre que j'avais lu un peu à la style américaine où tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas courir, tu fais du sport, tu lis, tu fais de l'affirmation, etc. J'ai fait ça pendant un petit moment et ça m'a permis d'avoir quand même un gros recul sur moi que j'avais jamais eu auparavant. Et un beau matin, je me suis réveillé et puis je me suis dit, mais en fait, là, t'es en train de faire de la merde, clairement. T'as bientôt 30 ans, tu passes tes matins avec la tête dans le baba le week-end. Tu dépenses tout ton argent dans les soirées, enfin voilà, il y avait vraiment un alignement qui se faisait plus du tout avec mes valeurs. Je commençais à avoir un peu être titillé par certains comportements de certains de mes proches, de la manière dont ils avaient de se comporter, de dire des choses, etc. Donc je commençais à sentir un désalignement en fait au niveau de moi-même avec mes valeurs. Et il y a vraiment ce truc où je suis allé au fond de moi, puis j'ai trouvé vraiment mes valeurs. Enfin, chose qu'avant, j'avais jamais pensé à faire. Et puis je me suis vraiment dit, ok, ça c'est mes valeurs, ça j'ai envie de les respecter. Et vraiment, je me suis réveillé un matin, et puis je me suis dit, bon, bah maintenant, là, on va se mettre un coup de pied aux fesses, et puis on va vraiment prendre les choses en main. Et en faisant vraiment une réflexion, je me suis rendu compte que tous mes problèmes en fait gravitaient autour d'une chose, c'était l'alcool. Donc je me suis dit bon bah voilà, je vais réduire ma consommation d'alcool, je vais essayer
de moins boire, déjà d'alcool fort, etc. Donc ça a duré environ 2, 3, 4 semaines. Après, je me suis dit, mais en fait, finalement, j'en ai pas besoin. Donc j'arrête complètement. Donc étonnant, parce que j'étais quand même quelqu'un qui buvait beaucoup, qui avait tout le temps besoin de ça en soirée, etc. Donc là, j'ai vraiment mis un stop du jour au lendemain. Et s'en est suivi pas mal de défis, parce que du coup, tu te retrouves seul, véritablement seul, parce que du coup, tes amis sont encore un petit peu là, mais tu sens que c'est plutôt, c'est quand que tu reviens faire l'apéro. C'est pas, écoute Lucas, viens, on se voit, je sens que t'es pas bien, il faut qu'on échange. C'est vraiment, tu viens quand à l'apéro, tu fais chier là, tu réponds plus. Du coup, tu te sépares un petit peu de ces gens-là, et voilà, donc c'est vraiment cette envie de me retrouver aligné avec mes valeurs et puis avec moi-même. Donc ça a apporté son lot de difficultés, mais aujourd'hui, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est un point central que tu relèves là, justement, c'est qu'on a les amis au fil de la vie. Quand on est dans la vingtaine, trentaine, c'est, je dirais, la phase la plus explosive où on profite de la vie, on a enfin nos premiers salaires, on a notre premier appart, on vit la vie à la EasyJet, on consomme, etc. Et puis c'est vrai que dès le moment où tu commences à vouloir faire les choses différemment des autres, l'alcool, c'est un excellent exemple. La cigarette, je dirais, il y a de moins en moins de gens qui fument, donc on s'en fiche. Mais l'alcool, dès le moment où tu arrêtes l'alcool, je pense que c'est un truc qui est hyper sensible. Parce que le désalignement, il est direct, c'est visible. Ouais. Complètement. En fait, c'est triste, puis c'est quelque chose pour lequel je me suis battu avant d'enregistrer le podcast. On a une discussion justement par rapport à ça, où tu disais, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas le fait d'arrêter, en fait, c'est vraiment le fait de l'aspect social. Et clairement, je pense que c'est pour ça que j'ai lancé en fait ma boîte à l'époque de vente de boissons sans alcool, parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je mette toute cette énergie finalement que je mets plus là-dedans, il faut que je la mette dans autre chose. Donc j'ai décidé de lancer ce site internet. Puis dans le fond, en fait, j'ai arrêté le site de vente de boissons sans alcool, mais ça n'a même pas été un échec, même si entre guillemets j'ai perdu des sous là-dedans, ça n'a pas été un échec, parce qu'en fait je me suis rendu compte de ça avec le recul. J'ai vraiment lancé ça en fait pour l'aspect social, l'aspect déstigmatisation de la consommation d'alcool. Et malheureusement, je me suis un peu enlevé de tout ça, et finalement en fait j'ai l'impression que quand j'avais lancé ça, en fait les gens me foutaient la paix. C'est que j'étais monsieur ivre de plaisir, donc du coup tout le monde se disait, j'ai tellement martelé ça à la télé, à la radio, que les gens se sont dit, ah ouais, en fait c'est vrai que c'est chiant et ça le blesse quand on dit t'es enceinte, t'es chiant, qu'est-ce qui se passe, t'es malade, etc. Donc les gens ont arrêté de me faire des remarques. Maintenant que je suis sorti un peu de plaisir, malheureusement, ça revient un peu les petites remarques, etc. Donc je vais peut-être lancer Yves de plaisir bis maintenant. Enfin, non, mais de relancer un peu le côté un peu stigmatisation. Et il y a un exemple qui était assez parlant, assez fort, qui m'a révolté il n'y a pas longtemps à la télévision. C'est quand Artus était sur une émission de France Télévisions, et Léa Salamé lui a dit, du coup, vous avez fait quoi pour régler vos angoisses, votre anxiété? Parce que moi, j'étais quelqu'un aussi de très anxieux et de très angoissé. Et ça a vraiment été un miracle pour moi, parce que vraiment j'étais quelqu'un d'hyper anxieux, hyper stressé, etc. Et puis maintenant, oui, j'ai toujours cette anxiété, mais nettement moins forte qu'avant. Et quand elle lui demande ça, lui il répond, j'ai arrêté de boire de l'alcool et j'ai arrêté de fumer. Et elle lui répond, ah, vous êtes devenu chiant. et ça, en fait, j'ai trouvé hallucinant en fait qu'on entende encore ça de nos jours sur le service public. Et lui, il s'est un peu énervé en disant, c'est drôle, parce que si maintenant j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde aurait été là, ah ouais, c'est génial, c'est super, bravo pour ce que tu fais. On dit j'ai arrêté l'alcool, les gens nous prennent pour des fous. Mais en fait, il faut arrêter cette stigmatisation-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'arrivent pas à arrêter de boire de l'alcool à cause de ça, en fait. Et c'est assez dramatique. Et on est encore dans une société où c'est assez ancré, assez présent, malheureusement. Oui, cette société, de nouveau, YOLO, où il faut profiter de chaque instant au maximum. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais en fait, ce que demain nous réserve, c'est une gueule de bois et puis une santé qui se dégrade. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, ouais, les gens ont de la peine un petit peu à comprendre cet élément-là. Donc, moi, quand j'ai arrêté, les gens ont de la peine à comprendre. Mais moi, typiquement, aujourd'hui, ma gueule de bois, c'est parce que je suis allé faire un trail et puis que j'ai couru 50 bornes et puis que j'ai mal aux jambes, me réveille le matin, je suis complètement desséché, pas à cause de l'agneau, mais parce que j'ai pas assez bu dans mes flasques, parce qu'elles avaient trop le goût de plastique, et du coup je me retrouve dans ma gueule de bois. Mais ça, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que moi je suis pas un anti-alcool, je suis pas devenu un anti-alcool où je dis ah non, mais toi je veux plus te parler parce que tu bois de l'alcool, oh mon Dieu, il s'ouvre une bière, etc. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que
on respecte. Enfin, moi, t'as pas envie de boire de l'alcool, j'ai pas envie de boire de l'alcool, ou t'as envie de boire de l'alcool. Enfin, il n'y a pas de cette discussion-là. Et qu'on arrive finalement dans la même discussion que du coup, tu fumes? Non. Ok, la discussion, elle s'arrête là. Effectivement. Il n'y a pas de tu bois? Non. Ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est intéressant. Bah, c'est chou, les gens me demandent souvent, etc. Je justifie, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on arrive à un moment où je dis juste non, je bois pas. Ouais. Puis ok, c'est cool. Exactement, cool. c'est très bien. Voilà. T'es en meilleure santé. C'est ça. Quand tu prends tes distances avec ton ancienne vie, avec un certain nombre de personnes de ton ancienne vie, quand tu te retrouves un peu livré à toi-même, comment est-ce que tu t'es remis le pied à l'étrier? Bah justement en fait il y a eu cette séparation avec beaucoup de monde. Honnêtement, je me suis retrouvé vraiment quasiment seul. Il y a eu quelques personnes heureusement qui sont restées, mais après même elles, j'ai perdu un peu contact parce que tu arrives dans un truc où en fait tu changes complètement ta vie du tout au tout. T'as beau avoir des personnes qui sont encore proches de toi que tu aimes, tu les mets de côté parce qu'en fait t'es en mode là les gars, je suis en train d'exploser intérieurement. Il y a une reconstruction totale, chantier, grand chantier. Ça va prendre le temps que ça prendra. J'espère que vous serez encore là quand on sortira du chantier. Si vous êtes plus là, tant pis pour vos gueules. C'était vraiment ça mon état d'esprit. Donc ça peut être fort. Il y a certaines personnes qui ont dit t'es con de penser comme ça, etc. Mais ils comprenaient pas. Certains qui m'ont critiqué sont passés par la même phase que moi et puis maintenant je les ai recroisés, ils m'ont dit ouais je comprends mieux. Donc il y a un peu ce côté-là. Je dirais si on a quelqu'un face à nous, un ami qui est vraiment dans cette transformation, il faut lui laisser le temps aussi d'éclore. Le pied à l'étrier, je l'ai repris parce que du coup j'ai eu la chance de pouvoir me remettre avec justement ma copine qui on s'était séparés, qui avait été un élément déclencheur de tout ça, avec qui on a trouvé aujourd'hui une stabilité où on se sent super bien, etc. Donc elle m'a beaucoup aidé, elle a beaucoup été là, elle m'a beaucoup accompagné. Heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été vachement seul. Et après, le pied à l'étrier, il est revenu justement avec cet aspect d'entrepreneuriat où j'avais la niaque, puis je me suis dit, ok, il faut que je crée quelque chose, quoi. Et j'ai vraiment créé ça où tout d'un coup, j'avais un téléphone, j'étais invité sur RTS pour parler, puis débattre sur un forum par rapport à l'alcool, puis je me retrouvais avec un conseiller, je sais plus, un grand conseil vaudois, etc. Puis là je me suis dit, ok, là c'est bien, quoi. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de transformer en fait ce que tu as vécu et puis ta douleur en fait en un truc qui va pouvoir servir les autres et puis être utile. Et puis ça fait vraiment chaud au cœur. Encore ce week-end, j'ai croisé quelqu'un que je connais, que j'ai pas vu depuis longtemps, avec qui on s'était croisé à Neuchâtel, on avait fait des bitures ensemble, on s'entendait déjà bien, et je l'ai recroisé le week-end dernier, puis elle vient vers moi, elle me dit ah ouais machin, etc. La première chose qu'elle me dit, elle me dit ah tu vas bien, puis elle me dit si jamais je bois plus d'alcool. Elle me lance ça en mode tu vois, je suis fier, je sais que toi t'es arrivé par là, puis ça c'est le plus beau cadeau, quoi. C'est magnifique. Ouais. Deuxième révélation, donc ta copine t'entraîne à une étape du PCN Tour. Dans la foulée, tu fais les 10 kills de Lausanne, tu fais le Grand Prix de Berne, et puis là, d'un coup, la machine, elle se casse. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'ai trop tiré sur le truc parce qu'en fait moi en tant que débutant, il y a des débutants qui écoutent le podcast, faut faire attention justement à la machine, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec un 10 kills, ça s'est bien passé, après j'ai fait les 10 kills de Lausanne, je me dis c'est bon, ça passe, et du coup je regarde les agendas puis je me dis il y a le GP de Berne. Je regarde 17 kills, je me dis c'est que 7 kills de plus que le BCN Tour, donc je me dis c'est bon, ça va passer. Ça va pas passer. Douleur au pied, j'arrive plus à poser le pied gauche, je me dis mais purée qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis allé faire des différents examens et puis finalement j'avais une tendinite défibulaire, donc pendant quasiment un mois je peux plus courir, ce qui est horrible parce qu'en fait je viens de tomber dans la potion magique, je viens de trouver un truc après que j'ai arrêté de boire, vraiment c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, je me dis purée il y a un truc qui me fait vraiment vibrer et vivre, et puis bam, faut que j'arrête parce que je me suis blessé, puis je me dis non c'est pas possible, donc du coup là je me suis dit faut peut-être que je prenne un coach pour avoir une structure, pour avoir un entraînement, et puis c'est là que tu découvres que c'est tout un art en fait, que l'entraînement c'est quand même important. Tu passes de faire des footings à une allure de gros bourrin parce que tu te dis je vais faire mon footing, allez il faut que je revienne comme dans les séries américaines tout transpirant avec la langue qui pend, alors en fait pas du tout. Faut y aller tout tranquille. Et du coup, on t'explique ça au début, toi, tu te dis, tu te fous de ma gueule. Ça fait donc 6 mois que du coup, je me tue à courir hyper vite, alors qu'en fait, il faut aller doucement. Puis après, on me dit, oui, exactement, il faut aller doucement, apprendre à courir doucement. C'est encore un truc que je dois apprendre. J'ai fait un entraînement aujourd'hui où j'ai dû vraiment aller doucement.
c'est dur des fois. Mais voilà, c'est ça que je trouve qui est important aussi quand on débute, d'avoir aussi le coaching, c'est pas réservé qu'aux professionnels. On a tendance à se dire, bon, tu vois, les tests d'effort, le coaching, etc. On se dit, bon, bah, ça c'est pour un certain level. Bah, pas du tout, parce que justement, le fait d'avoir pris un coach, d'avoir un encadrement, ça m'a permis d'avoir des sacrés résultats, une sacrée progression en même pas une année, quoi. Parce qu'effectivement, tes débuts dans la course à pied, alors on a l'impression que tu nous racontes l'histoire d'une vie, mais tu as à peine la trentaine et puis tu as débuté la course à pied il y a quoi, 3 ans? Une année. Une année. Une année. Donc voilà, donc Ouais. c'est une année. Si on revient en arrière et puis qu'on se reprojette à il y a un an, donc tu as fait les 10 kills, enfin tu as fait tu as participé au BCN Tour en 2023, Grand Prix de Berne 2023, blessure, donc ça reste quand même extrêmement frais. Si on fait un premier bilan après une année, qu'est-ce que tu as appris sur cette première année? J'ai appris plein de belles choses. Enfin, j'ai appris justement le fait que la structure de l'entraînement, ce fameux courir à 80% lentement et puis à 20% plus vite. J'ai appris à me faire de nouveaux amis aussi, à découvrir un nouvel environnement aussi. C'est-à-dire que on dit souvent qu'on attire les amis un petit peu par rapport à ce qu'on aime, etc. Puis c'est vrai que là, c'est cool parce que mon réseau il est en train de se développer vraiment dans la course à pied avec des gens qui sont vraiment super. Donc ça m'a appris que cette solidarité et puis cette ambiance aussi qu'on retrouve dans la course. J'ai appris à pas partir trop vite. Ça, je pense que c'est le truc que j'ai le plus appris parce que voilà, les premières courses, on se dit bon bah go, enfin il y a le top départ, puis on se dit bloc 1, allez à feu. Et puis 30 secondes après, on est sur le bas-côté, on est seul avec nous-mêmes et puis on voit les gens défiler parce qu'on n'a plus du tout d'énergie. Donc ça, après, c'est des choses que tu apprends un petit peu, mais ouais, j'ai appris vraiment beaucoup de choses grâce à cette année. Je te rassure, même après plusieurs années, quand t'entends le coup de fusil, t'arrêtes de réfléchir et t'y vas. Ah, ok, ça changera pas. Ouais, non. Ah, Non, ok. non. Sauf que avec l'expérience, tu ralentis peut-être un peu plus vite. Mais le départ, c'est de toute façon trop rapide. Ok, bon bah... C'est comme ça. Ok, bon bah je saurai, j'éviterai de me flageller à chaque fois que Voilà. je pars trop vite à une course. C'est peut-être la sensation de ça. Et puis quand on discutait justement dans le cadre de la préparation de cet épisode-là, tu sais justement, donc tu t'es inscrit à un certain nombre de courses, donc tu as participé au GP de Berne, tu t'es blessé. C'est laquelle la course qui a signé ton retour? Je me suis blessé, je crois que c'était en juin, et en fait j'ai fait mon retour entre guillemets avec mon premier trail, du coup, parce que les autres c'était toutes des courses bitume, et mon premier trail qui à l'époque pour moi était vraiment l'Everest, enfin c'était le Tour des Alpages, je crois que c'est 16 kills, 600 de dénivelé, donc en parlant aujourd'hui je me dis bon, ouais, ça va, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment en mode waouh, je m'attaque au Kilimandjaro les gars, je vais faire 16 kills, 600 de dénivelé quoi, donc j'étais vraiment chaud, et j'ai fait cette course, c'était horrible, vraiment c'était horrible, j'avais mal partout, j'avais le poing, j'en pouvais plus. Mais c'est drôle, parce que tu as toujours cette souffrance en fait pendant la course. Puis après, quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est comme si on te faisait un truc lavage de cerveau. Puis toi, t'es content. Puis tu te dis, ah ben c'est génial, c'est une super course. Alors qu'on t'aurait tendu le micro pendant la course, t'aurais pas du tout dit ça, quoi. Non, clairement. Et tu t'es également essayé à la distance mythique du marathon cette année? Ouais, exact. Bah, en fait, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai pas. Enfin, la course à pied, revenir là-dessus, m'a appris un truc, m'a permis d'avoir plus confiance en moi aussi, justement, de me dire, ok, je peux commencer quelque chose et le finir. Et puis, cette capacité aussi à pondérer un petit peu, parce qu'en fait, j'ai toujours eu un problème, c'est que j'étais un peu on-off, c'est-à-dire que soit c'était rien, soit c'était tout. Et. Du coup, quand je me suis mis dans la course à pied, évidemment, je fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais acheter comme dossard? Tac, j'achète des dossards. Puis je me dis, le marathon de Londres, c'est bien ça. Parce qu'en fait, j'étais allé à Londres une fois, j'avais vu le marathon, je m'étais dit, ça, une fois, je vais le faire. C'est il y a 8-9 ans, j'ai pas du tout couru depuis, etc. Et puis en fait, chaque année, je m'inscrivais au tirage au sort. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'aimerais bien m'inscrire. Malheureusement, pas de dossard, parce que je crois que cette année, il y a eu 850 000 inscriptions pour avoir un dossard sur 50 000 dossards, donc c'est compliqué. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des dossards solidaires. Donc, j'ai pu prendre un dossard pour le marathon de Londres, dossard solidaire, où j'ai couru pour une association.
Quelle association? Learning for Life, donc c'est une association qui œuvre pour l'accès à l'éducation pour des enfants dans des pays pauvres, des pays en voie de développement. Bangladesh, Inde, Pakistan, etc. Et comment ça se passe ce processus justement? Parce que c'est hyper intéressant de te dire que si tu n'as pas un dossard pour un de ces grands major marathons, il y a quand même des autres alternatives à la variante agence de voyage à 5000 francs pour avoir l'hôtel, le vol et le dossard. Ouais, exact. Bah, soit tu as cette option-là, soit tu as de la chance avec le tirage au sort. Ou alors tu contactes, en fait, généralement sur la liste, en tout cas pour le marathon de Londres, tu as la liste de toutes les associations qui sont agréées par le marathon de Londres, donc qui ont un dossard ou plusieurs dossards à distribuer. Tu prends contact avec eux, tu leur dis, bah voilà, moi j'avais envoyé un mail en disant, j'aimerais bien courir pour votre association, etc. Il m'a dit, ok, on est prêt à te donner un dossard. Et en fait, en échange, toi, tu dois en fait trouver un certain nombre de fonds. Certains demandent 3000 pounds, 2000 pounds. Moi, c'était une association qui demandait 1500 pounds. Donc tu récoltes 1500 pounds. Bon, après voilà, si tu les trouves pas, tu dois mettre 1500 pounds de ta poche. Mais finalement, autant les mettre pour une association que de les mettre dans un voyagiste. Moi, je me suis toujours dit ça. Ça reste extrêmement beau et magique. Alors, tu voulais participer au marathon de Londres, mais pouvoir et participer au marathon de Londres et contribuer à une cause qui est noble, ça montre à quel point le sport, la course à pied, à nouveau, ça permet de créer des choses qui sont juste magiques. Ouais, clairement. Bah, moi, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir participer à cette course mythique. Enfin, ça a un autre goût. C'est-à-dire que là, j'ai fait d'autres courses. Je vais faire Sierzinal où je cours pas pour une assos. Mais je sais que c'est difficile d'avoir un dossard, etc. Mais je sais pertinemment que ça aura pas le même goût. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai fait le 53 km de la Swiss Canyon Trail. C'était plus long que le marathon, c'était plus dur que le marathon. Pourtant, j'ai pas pleuré à la fin. Là, le marathon de Londres est vraiment les larmes qui sont tombées à la fin. Parce qu'il y a tout cet aspect émotionnel aussi où tu cours pour une cause. Où pendant l'hiver, j'ai été m'entraîner. Où des fois, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller m'entraîner. Il neigeait, il ventait. Enfin, c'était juste l'enfer. Puis je me suis dit, ok, pense aux enfants pour lesquels tu vas courir. Ça a été un moteur juste exceptionnel. Pendant la course, je me suis dit, et voilà, t'arrives à la fin. Puis il y a vraiment, il y a ce truc aussi de course mythique où c'est une ambiance juste extraordinaire. Il y a du monde sur tout le parcours, mais c'est vrai que ça donne un autre goût de courir pour les autres et puis pas de courir pour soi pour une fois. C'est vrai que des fois, il y a un peu ce côté individualiste. Clairement. Et du coup, après avoir vécu ce genre de sensation-là, comment est-ce que tu arrives à retrouver la motivation pour t'inscrire à d'autres courses? Je sais que c'était un moment à part en fait. Je sais que c'était peut-être la première fois et la dernière fois que je faisais le marathon de Londres, parce que c'est pas facile d'y avoir accès. Et ouais, pour moi, c'était vraiment une parenthèse. C'est-à-dire que je savais que ça allait être incroyable. L'année prochaine, je refais un marathon. Je fais le marathon de Rome. Peut-être que je te redirai, peut-être que je vais m'ennuyer, mais je pense pas. Parce que finalement, je le fais pour la distance, parce que c'est le marathon. Mais c'est vrai que t'arrives à. Enfin, si finalement tu fais ça pour la course à pied, parce que t'aimes la course à pied, je pense que la motivation elle revient de toute manière, parce qu'après tu vis des belles choses dans d'autres courses, t'as de l'ambiance dans d'autres courses qui sont un petit peu différentes, etc. Donc voilà, mais je suis resté motivé parce que j'aime ça, quoi. Et comment tu choisis tes défis? Parce que tu as parlé du marathon de Londres cette année, Rome l'année prochaine. Tu as une certaine appétence pour aussi les courses de montagne et les trails. Donc comment est-ce que tu sélectionnes un peu les challenges? Là, aujourd'hui, maintenant, j'ai plutôt une structure où je me suis dit, je commence l'année donc au mois de mars, avril avec un marathon pour me motiver aussi pendant l'hiver, pour avoir aussi un challenge, pas que de me dire, je sais pas. Parce que si je me dis que la prochaine course c'est en juillet, puis c'est un trail, je sais pertinemment que décembre, janvier, février, je pense que je vais pas faire grand chose. Je vais faire un petit footing de 5 minutes puis rentrer. Donc voilà. Après, donc marathon pour commencer l'année. Et puis ensuite, c'est surtout du trail quand même majoritairement. Bon, il y a le BCN Tour que j'ai fait aussi cette année. Mais après, je choisis les courses un peu en fonction. Pas mal en fonction du lieu aussi, des lieux qui me tiennent à cœur. Bon, là je suis allé à l'étranger pour le marathon de Londres, mais après les autres courses j'ai fait exclusivement en Suisse parce que je pense qu'on a quand même un choix assez extraordinaire au niveau course à pied et trail. Mais je choisis aussi par rapport au lieu, c'est-à-dire que je me dis tiens, j'irai bien à tel et tel endroit parce que je peux passer aussi 1 ou 2 jours, découvrir la région. Enfin, il y a cet aspect où je le lis, je travaille aussi dans le tourisme, donc j'ai ce lien avec le tourisme aussi. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu comme ça que je compose mon calendrier. Après, je me mets aussi des challenges un peu plus gros avec des plus grosses distances, ou alors des courses mythiques. Typiquement Sierzinal, ou voilà, j'aimerais bien faire le marathon du Mont Blanc aussi une fois si j'ai un dossard, parce que là c'est compliqué aussi.
Effectivement, c'est à nouveau une loterie et puis Ouais. il faut croiser les doigts. Je sais pas si le truc des associations ça fonctionne. Ouais, ils font les dossards solidaires. J'ai vu ça. Bon, je suis pas dispo cette année, donc je pourrais pas, mais l'année prochaine, franchement, je partirai peut-être sur un dossard solidaire. Puis les montants sont moins conséquents à récolter que pour le marathon de Londres. Ouais, j'imagine. Une question qui doit certainement brûler les lèvres des gens qui écoutent cet épisode et qui sont arrivés jusque-là, c'est qu'est-ce qu'elle en pense de ta copine maintenant, du Lucaire? Ah, bah elle est. Enfin, il faudra lui demander, mais. Non, elle est. Bah, je pense qu'elle est fière de moi et puis de là où j'en suis arrivé. C'est vrai elle a un peu un nouveau copain parce que c'est pas la même chose qu'avant. Enfin, là aujourd'hui, enfin avant, j'avais tout le temps des trucs où j'allais faire la fête, etc. Donc maintenant, c'est plutôt, chérie, si jamais j'ai une sortie longue aujourd'hui, je suis pas là dimanche pendant 3 4 heures, etc. Donc voilà. Mais j'essaie toujours de garder un bon équilibre, de pas que ça dépasse trop non plus sur notre vie privée. Voilà, mais après, je sais pertinemment elle se dit peut-être que j'aurais dû le mettre à la pétanque ou à un autre jeu ou un truc peut-être avec moins de conséquences parce que je pense qu'elle est contente, mais des fois elle doit se dire, mais purée, le mec maintenant il investit tout son argent dans les dossards et chez Salomon, quoi. Du coup, ça fait une nouvelle transformation aussi, quoi. Ouais, t'as remplacé une drogue pas très bonne pour la santé par une un peu meilleure. Ouais, exactement, exactement. Puis là, bah, drogue, ouais, je pense qu'il y a une forme d'addiction, hein. J'en suis convaincu. Il y a une forme d'addiction quand même par rapport à la course à pied, par rapport au dossard, etc. Ils ont de choses, mais voilà, pour moi, c'est sain quand même parce que j'arrive à trouver un équilibre, c'est-à-dire que j'ai un équilibre privé, un équilibre professionnel où j'ai quand même un peu de temps aussi pour moi. Donc ça, c'est important aussi de ne pas se lancer corps et âme et puis de faire que ça parce que sinon. Là, on tombe dans une addiction un petit peu malsaine. Donc, c'est un peu un bon équilibre aussi. Mais comme tu dis, je pense que ça m'apporte quand même plus que l'alcool. Ça, c'est clair. Au niveau santé, c'est indéniable, quoi. Mhm. Si on regarde les 3 dernières années, donc il y a eu passablement de transformations, il y a eu des personnes qui sont sorties de ta vie et des nouvelles personnes qui sont rentrées. Comment est-ce que tu vois le Lucas d'il y a 3 ans avec tes yeux d'aujourd'hui? Euh, Ah, c'est une bonne question, ça. Comment je vois Lucas d'il y a 3 ans avec mes yeux? Bah, je le vois. Enfin, ouais, je sais pas comment dire, mais je suis pas, je le vois pas négativement non plus. Je le vois pas hyper positivement non plus. C'est-à-dire que enfin, certaines choses dont j'ai pas, ouais, un peu honte. Enfin, certains comportements que j'ai pu avoir en soirée en étant un peu beurré ou certaines choses que j'ai fait, etc. Qui sont voilà, qui étaient sous l'emprise de l'alcool, etc. Bon, après tout le monde fait ça, mais c'est des trucs où tu te dis bon, maintenant que je bois plus, tu te dis quand même c'est pas incroyable. Puis je regarde avec un peu de regret aussi, de me dire ok, ce chemin-là de la course à pied par exemple ou du trail, tu aurais pu le prendre avant. Je le savais pas, mais c'est vrai qu'après, tu as le regret, parce que tu te dis finalement, bah, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et puis, du coup, tu regrettes un peu le temps perdu. C'est-à-dire que là, il y a vraiment eu. T'en parlais avant de ce besoin de vivre en mode one life, d'y aller à fond, etc. Mais finalement, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu quelques années de ma vie, quoi. D'avoir donné du temps aussi à certaines personnes qui en valaient pas la peine, d'avoir donné de l'énergie pour certaines personnes qui en valaient pas la peine, voilà, d'avoir dépensé pas mal d'argent aussi. Enfin, faut le dire. Maintenant, mes finances vont mieux, mais j'ai eu des soucis un peu financiers à l'époque parce que logiquement, je faisais tout le temps la fête, tu payes pas tes factures, etc. Ce genre de choses. Donc, ça a été une situation assez difficile, quoi. Mais là, je regarde avec fierté, surtout là où j'en suis arrivé maintenant, parce que j'ai quand même gravi l'Everest, quoi. Donc c'est vrai que des fois, souvent, on me dit, c'est quoi ton point faible en course à pied? Puis je dis le mental. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ouais, parce que mental, ok, en course à pied, mais par contre, ils me disent, t'as un sacré mental. Parce que pour arrêter complètement l'alcool du jour au lendemain, et puis pour arrêter la cigarette en plus du jour au lendemain, bah ouais, il faut quand même de la volonté et puis un mental pour le faire, quoi. Donc voilà. Une belle histoire qui a commencé à s'écrire et qui
va continuer à s'écrire. Je me réjouis en tout cas de savoir comment ça se sera passé le cap des 5 ans, des 10, des 15. Ah ouais, bah, j'espère le cap des 5 ans avec une victoire à l'UTMB. Non, je rigole. le gars trop ambitieux. Bon, écoute, il faut viser la Lune. Si on vise pas la Lune, ça marche pas. Qu'est-ce que tu nous concoctes? On enregistre cet épisode mi-juin. Qu'est-ce que tu nous concoctes pour la deuxième partie de la saison? Deuxième partie de saison bien chargée avec au mois de juillet le trail de Verbier, là 42 km. Ensuite en août Sierzinal. Une petite semaine de vacances au Portugal et puis après je rattaque pour la préparation de la Wildstrubel, la Wildstrubel 50 du coup qui va être le gros morceau de l'année, c'est beaucoup de kilomètres et puis beaucoup de dénivelé. Ça me fait un peu peur parce que du coup voilà, c'est un peu la même image que j'avais du Tour des Alpages il y a une année, maintenant c'est la Wildstrubel donc voilà, mais voilà un petit peu pour ma prépa et puis après peut-être un ou deux trail de la Vallée de Joux, quelque chose comme ça pour finir un peu la saison pas trop loin de la maison. Un beau programme en perspective. Ouais, exact. Bon, je vais te laisser aller t'entraîner alors. Ouais, merci. Je te remercie beaucoup d'être venu, Lucas. Mais merci à toi. T'es toujours le bienvenu, c'était un plaisir. Merci d'avoir partagé ton histoire. Merci. Et puis, je te souhaite plein de succès. Mais merci. Et puis à toi aussi, plein de succès pour ce magnifique podcast et merci de l'invitation. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.